Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer ce webinaire consacré à l'articulation des démarches PCAET et du programme Territoire engagé pour la transition écologique, volet climat et énergie. Donc, c'est dans le cadre d'une série de webinaires que nous faisons régulièrement avec tout le réseau Territoire engagé, qui regroupe à la fois climat et énergie, anciennement Citergie, et la partie économie circulaire. Donc, nous avons des témoins pour nous expliquer comment, d'un point de vue pratique, on peut faire cette articulation entre les deux démarches. Donc, nous avons nous avons l'EPT Pleine Commune avec Amélie Boissonnet. Nous avons également Thomas Moutin du Grand Montauban. Et voilà, on va pouvoir avoir ces témoignages. Je vais commencer, donc je m'appelle Guillaume Bastide de l'ADEME. Je m'occupe du programme. Voilà. Et donc, je vais commencer, si tu peux, Marie-Laure, passer au slide d'après. Je vais commencer à faire une petite introduction. Voilà, sur ce qu'on va faire. Donc, voilà, je vais faire une introduction tout d'abord et ensuite on aura les témoignages. Enfin, des questions-réponses et puis une petite conclusion. Voilà. Et alors, pour le slide ensuite, le slide 3, je voulais rappeler que le programme Territoire engagé transition écologique, c'est juste un changement de nom dans un premier temps. Donc, c'est anciennement Citergie et qui s'appelle aujourd'hui Territoire engagé pour la transition écologique, volet climat et énergie. Et on a également le référentiel économie circulaire, le label économie circulaire qui est regroupé sous ce nom-là. Mais il n'y a pas de changement notoire par rapport au référentiel. Voilà, c'est plutôt l'apparence, la marque qui change. Donc, si une collectivité est labellisée Citergie, qui est l'équivalent qui est l'équivalent aujourd'hui de la labellisation 3 étoiles. Voilà, on peut passer à la suite, s'il te plaît. Donc, le programme Territoire engagé, il comporte 2 volets. Un premier volet qui est climat et énergie, anciennement Citergie, et le volet économie circulaire. Il est dédié aux EPCI, aux communes et aux communes, ça c'est uniquement pour la partie climat et énergie, et aux syndicats de déchets pour la partie économie circulaire. La base de cette démarche, de ce programme, c'est les référentiels techniques qui est la colonne vertébrale de la démarche d'amélioration continue. Elle permet de faire une notation sur différents sujets. Voilà, donc ça un dispositif national, mais également régional pour aider les collectivités. Et donc, on a des échanges entre pairs. Pour la partie climat et énergie, il y a des conseillers. Euh, et on a également des formations. Voilà, c'est un dispositif global. Et enfin, une fois que la collectivité est prête, pour être labellisé, il y a cette reconnaissance qui est possible avec le label qui donne un niveau un niveau estimé, enfin pas estimé, calculé, symbolisé par des étoiles. Donc on va de 1 étoile à 5 étoiles, sachant que les meilleurs, en suivant ce référentiel, ce sont les collectivités 5 étoiles. Voilà, est-ce qu'on peut passer juste à la suite? Donc voilà, c'est une amélioration continue. On n'est pas obligé d'être labellisé, mais on peut être labellisé si on estime avoir un label, un niveau suffisant. Et donc, c'est un dispositif qui se situe sur le temps quand même long, un peu comme les PCAET. Donc là, ce n'est pas exactement le même nombre d'années, mais c'est 4 ans. Voilà, ce n'est pas juste une petite étude ou une étude, une mission d'une année, c'est 4 ans. Donc, on voit les évolutions sur le long terme, même si on préférait que ça progresse plus vite, mais les collectivités avancent à leur rythme et ce n'est pas forcément très facile de progresser. Voilà. Je peux avoir voilà. Donc, les deux référentiels. Donc, côté gauche, vous avez tout ce qui compose le référentiel climat et énergie. Donc, le dispositif climat et énergie. Donc, on a le référentiel qui est différent du référentiel économie circulaire. On a la possibilité d'avoir un conseiller qui
aide à faire l'évaluation. Et ensuite, quand la collectivité est prête, on a l'audit, la labellisation, etc. Et c'est reposé, toute cette méthode repose sur un label européen. Pour Économie circulaire, qui est un label, un programme un peu plus récent, qui a 2 ans, la base, c'est le référentiel. La collectivité peut faire son évaluation également en ligne, est encouragée à le faire. On a l'audit et la labellisation lorsque la collectivité le souhaite. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, le référentiel, il est concret parce qu'il est basé sur des actions. Donc le référentiel climat et énergie. Donc, on a des actions qui sont liées aux thématiques de la mobilité, vous pouvez voir à 22%, du bâtiment. Donc, je pense la performance des bâtiments, aussi bien des collectivités en propre, mais aussi des bâtiments du territoire. La gestion, la production d'énergie, donc la présence d'énergie renouvelable au sein de la collectivité, mais au sein du territoire. Une partie sur la coopération, sur l'eau, voilà, et sur l'organisation interne. Donc, c'est quand même scolaire, hein, c'est des points. Donc, tout ça est calculé sur 500 points. Et en fonction des compétences de la collectivité, on peut on peut réaliser cette notation. Et tout cela est ensuite rapporté à un pourcentage. Donc, si vous êtes par exemple à 50%, 50 sur 100, vous pouvez avoir la 3e étoile, ce qui est le cas de Montauban, du grand Montauban qu'on va avoir en témoignage par la suite. Voilà, je peux avoir le slide suivant. Alors donc, nous, on va se focaliser cette fois-ci sur le volet stratégie, qui est, voilà, c'est la partie équivalente au PCAET. Et donc, voilà, les 2 collectivités qui sont aujourd'hui présentes vont nous expliquer le lien entre ce programme territoire engagé et la démarche réglementaire de PCAET. Voilà, je pense que j'arrive au bout de mes slides. Oui. C'est bon? Oui, tout à fait. Voilà, donc je laisse la parole à Amélie et Thomas. Oui, donc c'est mon tour, je crois que j'ai partagé mon écran. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors, attendez, hop. Je vais mettre en plein écran. Tac. Donc je suis Thomas Moutin, chargé de mission à la direction du développement durable donc de l'agglomération du Grand Montauban. Donc chargé notamment du suivi du plan climat, du PCAET, ainsi que du label territoire engagé pour la transition écologique. Donc voilà, on s'est organisé avec Amélie pour vous faire un retour un peu sur chaque contexte local. L'idée, c'est d'aller assez vite sur cette première partie. Donc rapidement, la présentation du territoire, la politique développement durable et le PCAET. Je pense qu'il y a pas mal de territoires et de collectivités présentes ici qui sont déjà familiers, engagés dans des PCAET, sachant que l'objectif, voilà, c'est de prendre un peu plus de temps derrière pour bien faire le lien entre label et plan climat, et de prendre le temps aussi pour les échanges. Donc le territoire de Montauban, du Grand Montauban, est situé donc dans le Tarn-et-Garonne, hein, dont la ville de Montauban est la préfecture. On a 11 communes, 80 000 habitants environ. Un territoire qui bénéficie de l'attractivité du développement, du dynamisme de la métropole toulousaine, hein, parce qu'on est à proximité immédiate. Sachant que voilà, on a une commune centre de 60 000 habitants, plutôt à composante urbaine, et derrière une dizaine de communes à prédominance plutôt rurale. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un peu dans les mêmes logiques architecturales que Toulouse, hein. On est une ville de briques avec un patrimoine architectural assez intéressant et naturel également, puisqu'on a de nombreuses zones naturelles avec la traversée par le Tarn notamment de la ville. Au niveau de l'historique de la politique développement durable, moi ce que je voulais mettre en avant ici, c'est vraiment séparer et faire le lien entre tout ce qui a trait au réglementaire et au volontaire, à la labellisation volontaire. Sachant qu'on est engagé depuis 2011 maintenant avec un premier plan climat-énergie territoriale, hein, PCET à l'époque, la composante R n'était pas encore mise en avant.
C'était des documents volontaires, voilà, il n'y avait pas encore d'obligation légale, mais la collectivité et les élus s'étaient engagés déjà à monter une politique en matière d'adaptation et de réduction de l'impact au dérèglement climatique, avec une première feuille de route constituée de 25 actions phares. Sachant que ce premier plan climat a évolué en 2016, puisque l'obligation réglementaire est arrivée de créer donc, pour toutes les communes des plans climat air énergie territoriaux, donc les PCAET. Donc voilà, on a fait une actualisation de ce premier plan climat qui a été approuvé en 2019 dans un contexte de loi pour la transition énergétique pour une croissance verte, la loi LETCV, et dans un objectif territoire à énergie positive, TEPOS, qui vise une neutralité carbone en 2050. Donc il y a une feuille de route qui a été mise en place, des indicateurs de suivi organisés autour de 5 thématiques principales. Donc ça, c'est pour le volet réglementaire qui s'appuie également sur les BGES, les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, donc qui sont obligatoires tous les 4 ans pour les collectivités également. Donc des BGES réalisés en 2013, 2016 et 2021 qui permettent aussi d'enrichir le diagnostic des différents plans climat des collectivités. Donc en parallèle de ces actions réglementaires obligatoires, les élus ont voulu s'engager et candidater à différents labels. Donc un très connu, TEPCV, je pense qu'il y a de nombreuses collectivités d'entre vous qui ont pu bénéficier de cette action qui a permis vraiment de mettre un coup de fouet à la politique développement durable avec des financements conséquents sur des actions lors des 2 tranches. On a pu bénéficier pour le Grand Montauban de 2 millions d'euros. Et puis on est rentré dans le label Citergie à l'époque, donc il s'inscrit sur des cycles de 4 ans. Le premier cycle de labellisation courait sur la période 2016-2020. Et en fait, dès le début, on a souhaité vraiment réaliser une démarche intégrée, c'est-à-dire qu'en fait, le plan d'action du label était le même que le plan d'action du PCAET. Ça, c'est vraiment une composante qu'on a souhaité conserver tout au long de notre démarche, c'est-à-dire qu'on voulait une démarche intégrée label plan climat, à la fois pour que ce soit plus simple en termes de réalisation, de suivi, d'indicateurs, etc. Et puis pour que ce soit plus intelligible aussi pour les élus. Je voyais là dans les premiers commentaires certains qui regrettaient un peu le changement de nom et qui déploraient que des fois l'ambiguïté puisse se faire entre le plan climat et le label. Pour nous, l'objectif, ça a toujours été de dire, mais en fait, c'est la même chose. Notre plan climat, c'est le label Citergie, c'est le même plan d'action, c'est le même comité de pilotage, c'est les mêmes acteurs. Et du coup, voilà, cette démarche intégrée dont on dira un peu plus de choses tout à l'heure. Donc ce premier cycle 2016-2020, il a abouti à l'obtention du premier label, à l'époque Cap Citergie en 2017. Et puis on l'a relancé en 2021. Alors là aussi, c'est intéressant sur le volet articulation. C'est qu'en fait, ce deuxième cycle a coïncidé avec l'évaluation réglementaire du plan climat à mi-parcours qu'on devait réaliser donc en 2022, qu'on est en train de finaliser. Et du coup, tout ce travail de diagnostic sur l'évaluation du plan climat, voilà, sur l'état d'avancement des différentes actions, l'évolution du plan d'action vers un plan d'action actualisé, tout ça a été fait en même temps par le même bureau d'études et dans le cadre de la même mission que le lancement du nouveau cycle de labellisation Citergie. Donc là aussi, c'est un point pour le côté voilà, fusionné et commun entre les deux démarches. Je pense qu'il y a pas mal de territoires d'entre vous qui doivent prochainement réaliser leur évaluation de plan climat. Et ben, c'est un bon moyen, un bon moment pour relancer un cycle de labellisation et s'appuyer sur la démarche commune avec un conseiller Citergie. Et donc, ça aboutit cela à l'obtention du label Citergie, donc maintenant territoire engagé énergie-climat 3e étoile, lors de la commission nationale du label de novembre 2021. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi l'ajout du référentiel économie circulaire, parce que nos collègues du CIRTOMAT, donc le syndicat de traitement des déchets du territoire, a travaillé sur la labellisation économie circulaire. Et du coup, en fait, ces deux missions, climat, air, énergie et économie circulaire, peuvent être elles aussi regroupées au sein d'une même contractualisation avec l'État, dans le cadre donc, des signatures des contrats de relance, des CRTE, et des contrats d'objectifs territoriaux signés avec l'ADEME, qui en fait est l'outil financier, le code c'est l'outil financier du CRTE. Et en fait, ça nous a permis
voilà, d'obtenir des financements, notamment pour des postes, et qui sont conditionnés aux avancements dans les deux référentiels, donc le climat, air, énergie et l'économie circulaire. Donc tout ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de contrats, beaucoup de cycles, ça peut être un petit peu complexe. Mais voilà, on voit vraiment l'intérêt de regrouper, fusionner toutes ces démarches qui sont parfois portées un peu par des acteurs assez différents. Et finalement, si on les met tous sous la même coupe, à la fois du suivi du plan climat, du label climat et énergie et du label économie circulaire, ça permet d'avoir une action un peu mutualisée et qui simplifie derrière les discussions avec l'État, avec l'ADEME et avec nos différents partenaires. Sachant que la signature du code, voilà, permet également de financer la mission du conseiller Citergie, voilà, du label, qui va permettre de nous aider à réaliser ces missions-là. Donc pour finir rapidement sur ce qu'est un plan climat et énergie territoriale, même si j'imagine que vous connaissez ce type de document, donc obligatoire pour les collectivités de plus de 20 000 habitants, qui s'appuie sur des diagnostics, qui doit être une démarche concertée avec les partenaires et les habitants, qui fixe des objectifs quantifiés aux horizons 2030 et 2050 en termes de réduction des gaz à effet de serre et de hausse des énergies renouvelables, donc qui s'appuie sur des programmes d'action. Donc à la fois sur des enjeux globaux, sur les questionnements énergétiques, économiques, sociaux, environnementaux, en lien aussi avec les enjeux liés au changement climatique, hein, ce qui est d'actualité avec la publication récente du dernier rapport du GIEC. Mais aussi, on essaye de mettre en avant les enjeux aussi locaux, parce que des fois, pour les élus, on est un petit peu loin sur tous ces enjeux mondiaux, et rappeler qu'un plan climat, c'est aussi comment le territoire va s'adapter, rester attractif, et comment les habitants en local pourront bien vivre à ces horizons de temporalité 2030-2050. Donc, un exemple de la démarche TEPOS sur nos objectifs assez ambitieux du PCAET. Donc ça, c'est des courbes voilà, assez classiques. En rouge, la diminution de consommation d'énergie aux horizons donc 2025, 2030 et 2050. Et en verte, la hausse des énergies renouvelables pour permettre en 2050 d'arriver sur des objectifs proches de la neutralité carbone. Et puis, on s'appuie donc sur un plan d'action, une feuille de route hein, avec des actions par thématique. Et là, voilà, donc là, ce qui est présenté ici, c'est celui du PCAET approuvé en 2019. Et là, sur l'évaluation et l'actualisation du plan climat, on a pu relier cette feuille de route, la faire évoluer pour qu'elle corresponde au référentiel du label territoire engagé, ce qui a permis là aussi d'avoir un seul plan d'action en lien avec les actions et le référentiel du label, ce qui permet une plus grande facilité d'analyse, d'évaluation tout au long de la vie du plan climat et du label. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Puis je vous propose de toute façon qu'on échange ensuite avec Amélie sur le lien entre label et plan climat. Je vous remercie. Ah, Merci merci Thomas. pour ce témoignage. Mais pardon, Amélie. Et je voulais juste ajouter l'ADEME a toujours souhaité qu'il y ait une articulation entre le programme territoire engagé et les PCAET. On comprend qu'on ne peut pas tout faire en même temps et c'est dommage qu'on doit faire tout séparément. Et on avait ce souhait on rêvait un peu que ce soit possible de faire les deux et de manière articulée. Donc là, on a la chance d'avoir ces exemples. C'est faisable et on peut gagner aussi du temps. Et voilà, les référentiels peuvent aider aussi à donner des pistes d'amélioration et d'évaluation du PCAET que vous avez bâti auparavant. Voilà, Amélie, je te laisse continuer à prendre le relais. Merci. Est-ce qu'on répond aux questions en fin de conférence, c'est ça? Oui, je pense, à moins qu'il y ait vraiment des questions de compréhension, mais pour l'instant, c'est peut-être en plus des questions auxquelles vous allez répondre dans votre dernière partie de présentation commune. Très bien. Alors, voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Amélie Boissonnet, je travaille à Plaine Commune, qui est un établissement public territorial de la Seine-Saint-Denis. Donc, un territoire fort différent du Grand Montauban, qui vient de vous être présenté. Et donc, je vais témoigner aujourd'hui pour illustrer l'articulation entre le plan climat, air, énergie territoriale et le label territoire engagé climat, air, énergie.
Et pour montrer un petit peu la manière dont, pour Pleine Commune, cet outil a permis de réévaluer et d'accélérer notre politique climat, air, énergie. Donc, Pleine Commune, pour vous dresser un rapide portrait du territoire, c'est un territoire qui héberge 440 000 habitants au nord de Paris, donc un territoire populaire avec des villes qui atteignent parfois des taux de pauvreté très importants. Un territoire urbain très dense aussi, donc en petite couronne, avec notamment le Stade de France. On a la Seine qui traverse le territoire. On a donc 9 villes sur le territoire, dont Saint-Denis qui est la principale ville avec 110 000 habitants. On est aussi en territoire jeune avec beaucoup de nationalités et une mutation économique assez spectaculaire, donc avec une tertiarisation très forte du territoire et de nombreux changements. 40% du territoire sera renouvelé dans les années à venir, ce qui nous permet d'avoir des leviers à travers l'aménagement du territoire et l'urbanisme. On accueillera aussi les Jeux en 2024 et des gares du Grand Paris Express, donc un territoire dynamique. Voilà, donc à Pleine Commune, de la même manière qu'au Grand Montauban, la démarche de plan climat est ancienne. Le premier plan climat énergie territoriale date de 2010. On a ensuite adopté un agenda 21 Terre d'avenir en 2012. En 2015, au moment de la COP21, comme celle-ci avait lieu en Seine-Saint-Denis, il y avait eu de nombreux événements organisés en lien avec les habitants, avec les associations, les collectifs citoyens. Donc ça a été un temps d'écoute des habitants et des acteurs du territoire autour des sujets du climat assez intense. Et puis, nous avons révisé en 2020 notre plan climat qui est devenu plan climat air énergie territoriale, adopté en février 2020. Donc, les élus de la mandature actuelle ont souhaité en septembre 2020 déclarer l'urgence climatique. Donc, c'était une manière de mettre le climat vraiment en haut de l'agenda politique. Et en novembre 2021, on a été labellisé territoire engagé climat, air, énergie, 2 étoiles. Désolée, je n'ai pas encore tout à fait l'habitude du nouveau nom du label. Alors, la dynamique de plan climat, Thomas l'a décrite de manière assez précise. Donc, moi, je reviendrai peut-être juste sur ce qui fait un petit peu la spécificité de Pleine Commune. C'est une démarche qui est portée par les élus qui se veut à la fois sociale et écologique, puisque donc, sur notre territoire, on a des problématiques de grande précarité qui doivent aussi faire l'objet de l'action publique territoriale. Donc, c'est ce qu'a mis en avant le diagnostic territorial, climat, air, énergie, des habitants qui sont plus vulnérables qu'ailleurs aux impacts du changement climatique, que ce soit la pollution de l'air, puisqu'on est traversé par de nombreux axes routiers majeurs, mais aussi l'exposition aux canicules avec des logements mal isolés et souvent suroccupés, avec des espaces publics qui se doivent de devenir en fait des refuges pour les habitants lors des épisodes météorologiques extrêmes. Des habitants qui sont aussi très vulnérables à l'augmentation du prix de l'énergie et donc un fort enjeu de lutte contre la précarité énergétique. On est aussi un territoire qui est peu résilient aux crises climatiques et énergétiques parce que très dépendant de l'extérieur, comme tout territoire urbain dense et d'autant plus en région parisienne. Donc évidemment, on dépend de l'extérieur pour à peu près toutes les ressources alimentaires, énergétiques, matériaux. Et pour autant, on est aussi une mine de ressources, puisque comme je l'expliquais, beaucoup de projets urbains ont lieu sur notre territoire. Donc les matériaux, on peut vraiment s'inscrire dans une logique de valorisation en circuit court et de boucle locale pour essayer justement de réduire notre dépendance à l'extérieur. Et enfin, troisième caractéristique, ce développement urbain rapide qui nous permet de saisir des opportunités pour la transition. Donc voilà, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on a un plan climat air énergie territorial qui est relativement classique, mais qui essaye de mettre en avant la justice sociale au même titre que la lutte contre le changement climatique et qui s'articule autour de 5 axes, dont un axe, l'axe 5, autour de la collaboration, de tous les liens à construire, puisque l'idée, c'est aussi, en tant que PT, de se positionner comme animateur de la transition sur le territoire et donc de créer une dynamique et de mobiliser l'ensemble des acteurs dans la transition climatique. J'ai voulu lister quelques actions
Par exemple, il y a un projet de grande envergure sur le territoire qui consiste à réemployer les matériaux de chantier justement pour créer du lien entre les différents chantiers du territoire. Donc, c'est le métabolisme urbain avec des plateformes physiques de réemploi des matériaux qui sont créées. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous aurez le support qui peut éventuellement donner à voir quelques actions. C'est juste aussi pour montrer le caractère très transversal du plan climat qui implique l'ensemble des directions de la collectivité et qui essaye vraiment de se décliner dans toutes les politiques publiques territoriales. Des outils aussi pour mobiliser. Donc, au fur et à mesure des années, Plaine Commune s'est outillée. Alors, à la fois en interne, on anime un groupe de 40 agents autour du plan climat, donc à une fréquence raisonnable, on va dire, puisque chacun est bien pris dans ses missions opérationnelles. Mais l'idée, c'est quand même de créer de la transversalité autour de ces sujets. On organise des formations, on crée des outils, des référentiels ou des clauses à insérer dans les marchés, enfin voilà, des outils très opérationnels. On est en réflexion aussi sur le budget climat. Plaine Commune mobilise aussi les élus des villes à travers un atelier des villes en transition qui se réunit tous les mois et par une coordination technique et des visites de terrain. Et ensuite, auprès des partenaires du secteur privé, on a 30 signataires de la résolution d'engagement pour le climat qui sont réunis une fois par an. Et puis après, avec chacun de ces signataires, il y a des actions bilatérales qui sont menées, qui peuvent se traduire soit par la signature d'une convention ou d'une charte, soit par tout simplement des réunions de travail pour être un peu dans la co-construction et l'accompagnement de ces acteurs. Et en particulier sur notre territoire où près de la moitié des habitants sont en logement social, on travaille étroitement avec les bailleurs sociaux qui sont des partenaires assez incontournables de la transition. Et avec les acteurs de la société civile, puisqu'en Seine-Saint-Denis, on a la chance d'avoir un tissu très dynamique d'associations. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, mais je répondrai aux questions si vous en avez. Juste pour vous préciser que pour nous, le label, il est intervenu, donc à la différence du Grand Montauban, un peu plus tard. Il est intervenu en 2019, à un moment où donc, ça faisait presque 10 ans que le territoire était engagé dans un plan climat. Et les élus étaient vraiment demandeurs de savoir où on en était, d'avoir un outil qui nous aide à nous positionner par rapport à d'autres territoires, donc à se comparer, et aussi tout simplement à identifier nos points forts, nos points de progrès. Et donc, c'est ça qui a vraiment motivé l'adhésion du territoire au label Citergie. Donc, on est passé par un contrat d'objectif territorial énergie-climat signé avec l'ADEME, qui nous a permis de financer le conseiller Citergie. Et donc, tout cela s'est échelonné, on va dire, sur 3 ans. Voilà, on a réellement commencé début 2019 avec le recrutement du conseiller Citergie et on a été labellisé fin 2021, donc disons 2 années. Ce que je peux en dire, c'est qu'on a vraiment mobilisé très largement. On a eu une belle participation des directions, donc ça nous a permis de réunir une trentaine d'agents, à la fois pour les ateliers qui permettent de faire le diagnostic de tout ce qui se fait. Donc, ça donne à voir quand même en interne, l'ampleur de tout ce qui est produit par les directions et qui vont dans le sens de la transition énergétique. Parfois même, il y a des actions qu'on n'aurait pas forcément identifiées, qui sont mises en lumière par le label et qui permettent de valoriser l'action de l'ensemble des agents. Bon, après, il y a un travail de collecte documentaire qui est quand même fastidieux, qui prend du temps, voilà, et qui vient s'ajouter aux missions courantes des agents. Donc, ce n'est pas toujours évident de les mobiliser. Mais finalement, ça donne vraiment un panorama de tout ce qui est fait par la collectivité. Alors nous, dans notre cas particulier, on est un peu peut-être l'exemple à éviter au niveau de la labellisation, puisque en fait, la première année, on a travaillé vraiment en toute confiance, à peu près certain qu'on serait labellisé, puisqu'on avait des signaux plutôt favorables de notre conseiller Citergie. Et finalement, à l'audit, on s'est fait recaler par l'auditrice à l'époque qui nous a alerté sur notamment notre patrimoine, le patrimoine de la collectivité et sur un certain nombre de points faibles qui n'avaient pas été, disons qu'on n'avait pas reçu d'alerte de la part de notre conseiller. Donc, ça a été un petit peu compliqué à gérer puisque les élus
se sont retrouvés voilà, en situation délicate avec... nous, on avait vraiment, nous, quand je dis nous, agents, on avait porté un message très optimiste en disant que la labellisation était gagnée, plus ou moins gagnée d'avance. Et en fait, voilà, ça a été un petit retour de bâton. Donc, évidemment, sur le moment, c'était peu agréable pour tout le monde, mais ce que je peux en dire quand même, c'est que donc, finalement, il y a eu une deuxième année, presque une deuxième année de travail pour fournir les éléments qui nous étaient demandés par l'auditrice. Et finalement, avec le recul, c'est ce que je vais démontrer tout de suite après, je peux dire quand même que ça a beaucoup aidé à accélérer des choses, en fait. C'est un mauvais moment à passer, mais finalement, le fait d'avoir une auditrice qui porte des messages de manière externe, donc avec quand même un regard plus ou moins objectif sur notre politique climat et énergie, ça a permis de mettre le doigt sur certaines contradictions, sur certains freins, de manière totalement différente de ce que nous, on peut faire en tant qu'agent de la collectivité. Et donc, finalement, ça nous a beaucoup aidé. Alors, comment faire synthétique? Juste pour rentrer un petit peu dans le contenu, nous, on a obtenu donc, le label 2 étoiles. Et donc, on a à peu près 40% de notre potentiel atteint. J'ai vu tout à l'heure dans les questions une personne qui posait la question comment faire si on n'a pas telle compétence. Alors, en fait, le label nous évalue vraiment sur notre périmètre de compétences. C'est ça qui est un peu long d'ailleurs, c'est qu'en tant que PT, en plus, notre périmètre n'est pas limpide. Donc, il a fallu aller chercher les preuves du périmètre d'action de la collectivité. Ensuite, il y a un pourcentage d'actions programmées et on doit s'engager à atteindre ce pourcentage sous les 4 ans pour obtenir le niveau suivant du label. Et donc, ce qui est vraiment pour moi un véritable atout dans cette démarche, c'est que le label fournit des recommandations concrètes et surtout va vérifier que les intentions sont bien suivies d'actions. Puisque nous, en tout cas, dans le contexte territorial de pleine commune, on a de très fortes ambitions politiques, mais on constate que parfois la déclinaison se fait lentement. Il y a des freins pour vraiment que les engagements qui sont portés politiquement se traduisent concrètement dans les projets. Et donc là, le label va aider à identifier ça et à souligner ces lacunes, à proposer des axes de progrès. Voilà, donc en ce qui concerne pleine commune, on a eu, vous voyez à gauche, à la fois des points qui ont été valorisés et à droite, des axes de progrès, donc notamment mieux définir le financement des actions de notre plan climat, travailler sur la commande publique, amplifier la coopération avec les acteurs locaux et se doter d'une véritable stratégie de lutte contre la précarité énergétique, parce que pour le moment, c'est l'ALEC qui est missionné, mais on a été... le label nous a demandé de se positionner davantage en tant que collectivité sur le sujet. Dans notre cas, comme je le disais, l'accident de parcours qu'on a pu avoir avec un audit qui a été infructueux en milieu de parcours, ça nous a quand même permis d'aboutir sur des choses, d'accélérer et de faire des progrès sur un certain nombre de points. Donc, par exemple, le label nous a demandé d'élaborer un tableau de bord du plan climat et énergie territorial, en sachant que chez nous, ça a toujours été un petit peu le maillon faible, hein, le suivi, le système d'indicateurs. Donc là, ça a permis d'accélérer et d'élaborer ce tableau, de le valider politiquement. On a aussi mis à jour notre diagnostic du plan climat pour décliner par secteur nos grands objectifs. Je dirais peut-être le plus gros acquis, ça a été en octobre 2021, le vote par notre conseil territorial d'un budget de 50 millions d'euros dédié à 13 actions du plan climat. Donc, budget pluriannuel sur la durée du mandat. Donc, ce budget, on ne l'a pas sorti de nulle part. On a simplement été fléché en fait, dans les budgets des directions, notamment tout ce qui contribue à la végétalisation, au maillage d'itinéraires cyclables sur le territoire. Et donc, finalement, ce travail, il est vraiment intéressant parce que ça donne à voir l'ampleur de l'action de la collectivité. C'est Citergy aussi qui nous a incité à lancer un bilan des émissions de gaz à effet de serre, patrimoine et compétences, et à réaliser une véritable stratégie de patrimoine sur notre maîtrise d'ouvrage propre. Voilà, donc il y a un certain nombre de progrès qui sont directement liés. Le renforcement aussi pour nous de la thématique énergie, avec un poste qui a été créé et un comité stratégique qui rassemble des élus
pour avoir une approche plus coordonnée au niveau territorial sur l'énergie. Tout ça a été grandement facilité par le processus de labellisation. Est-ce que donc c'est un prolongement, je me permets, c'est un prolongement du PCAET. Le PCAET a mis une base et là c'est et une stratégie. Là, le programme et le but de cette labellisation vous a encouragé à passer à l'action. C'est un peu ça? Oui, non, on était déjà dans l'action, mais ça a permis d'accélérer là où il fallait accélérer. Je pense que ça a permis de structurer aussi, hein. On voit le tableau de bord, le budget. Enfin, voilà, ça permet de. En fait, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, le label, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment vérifier si les moyens sont mis en face des promesses. Enfin, parce que voilà, on peut avoir des intentions, enfin, politiquement, je pense que les intentions sont sincères, mais quand il n'y a pas de budget en face, ni de poste, ni de moyens techniques, du coup, le label met le doigt sur ces contradictions-là et permet d'y remédier, quoi. Donc oui, ça a été, en fait, pour moi, ça a été vraiment peut-être un outil de concrétisation dans certains champs, et puis quand même d'évaluation, puisque à la fin, l'idée, c'était de savoir si on était suffisamment bon ou pas, et où est-ce qu'on avait encore des marges de manœuvre. Et donc là-dessus, c'est quand même intéressant le regard. Avec ce regard extérieur Ouais, qui tout à est fait. le référentiel, mais également là l'auditrice qui est venue pointer du doigt où ça pouvait, où votre démarche pouvait être améliorée. C'est un regard extérieur. Ouais, ouais, c'est Si- ça, exactement. C'est un point fort, ça? Ah oui, tout à fait. Ça permet vraiment de. Bah, du coup, on va peut-être passer sur Oui. les atouts du label, et on voulait conclure là-dessus avec Thomas à deux voix pour croiser un peu nos impressions. Mais donc là, voilà, on a résumé enfin, ce qui nous semble être les principaux avantages de ce label. Mais effectivement, ça valorise les efforts de la collectivité, ce qui n'est pas désagréable quand ça fait 10 ans que les élus portent le climat. C'est sûr qu'il y a un intérêt hein, à un moment donné à pouvoir faire savoir que la collectivité est motrice sur le sujet. Ça donne aussi un cadre. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé très structurant, c'est qu'en fait, quelque part, on a une checklist d'actions. Enfin, voilà, je pensais notamment aux collectivités qui ne seraient pas encore dotées d'un plan climat. Ça donne vraiment un guide pour savoir quels sont les domaines à mobiliser. Alors après, parfois, on n'est pas compétent, donc tout ne s'applique pas, mais en tout cas, ça donne une vision quand même assez exhaustive de ce qui est attendu. Voilà, ça permet aussi justement de clarifier nos leviers d'action, de mesurer nos progrès dans le temps et de se comparer à d'autres collectivités. Et puis, donc, d'avoir ce regard extérieur là, de la Commission nationale du label. La Commission envoie un courrier avec vraiment des pistes concrètes qui, pour nous en tout cas, parce qu'on va rentrer en révision en 2023, enfin pas en révision, évaluation à mi-parcours. Et pour nous, ces pistes-là vont guider, c'est sûr, ça nous donne un petit peu la feuille de route à suivre pour alimenter notre plan climat. Thomas, tu veux peut-être compléter? Non, mais c'est ça. Enfin, moi, vraiment, je parcourais un petit peu les questions là. Concrètement, je pense que vraiment le marché à réaliser pour le bureau d'études qui va à la fois lancer ou évaluer votre plan climat et accompagner votre démarche de labellisation, en fait, ça doit être un seul et même marché qui permet vraiment de tout faire en même temps. Et il y avait pas mal de questions sur la méthodologie, comment on fait pour récupérer les informations, etc. En fait, ça permet notamment de faire enfin, tu vois, tu parlais à Mehdi d'aller chercher tous les services pour obtenir des données, obtenir des réalisations. Enfin, c'est toujours assez fastidieux d'aller solliciter les collègues qui sont souvent voilà, sous l'eau et qui n'ont pas toujours énormément de temps à nous consacrer. Ben, en fait, si on le fait une fois par an, dans le cadre à la fois du label et du plan climat, ben, ça fait gagner beaucoup de temps à tout le monde, quoi. Et en termes de méthodologie, en fait, nous, ce qui nous paraît intéressant, c'est que en fait, chaque année, on va avoir un cycle un peu toujours le même. C'est-à-dire qu'au moment de la rentrée de septembre-octobre, on va faire ce tour d'horizon un peu de tous les services, tous les porteurs d'action du plan climat et du label pour savoir où ils en sont. Et en fait, ce travail de diagnostic et de recherche d'éléments, il va nous permettre à la fois de rédiger le rapport annuel en matière de développement durable, parce que ça aussi, c'est un outil qu'il faut faire
et qui est encore une source de sollicitation des collègues pour avoir des infos, etc. Donc ça, on le groupe aussi. Et puis voilà, ça permet d'alimenter la visite annuelle du conseiller Citergie et de mettre à jour notre avancement du plan climat de manière annuelle. Donc là aussi, un exemple de lien entre la démarche label et la démarche PCAET. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a... Ouais, vous arrivez où? Je pense qu'on est arrivé au bout de notre présentation. Vous avez nos contacts qui s'affichent et j'imagine qu'il reste un peu de temps. Ouais, je voulais juste intervenir, montrer euh, juste un outil. C'est le référentiel que vous pouvez trouver en ligne. Si vous voyez bien mince, pourquoi? J'y étais, Marie. Bon, ok. Donc, c'est l'adresse territoireentransition.fr. Et voilà, vous pouvez retrouver les référentiels, les deux référentiels, et même créer, ça je vais prendre la main. Marie-Laure, je prends la main pour vous montrer que vous pouvez, en tant que collectivité, retrouver votre collectivité et trouver le référentiel. Donc, on a, voilà, vous avez toutes les collectivités de France qui sont enfin, elles ne sont pas pré-enregistrées, enfin, c'est juste qu'il y a un pré-enregistrement du nom. Après, c'est à vous de passer à l'action. Donc là, on a toutes les collectivités de France. Et pour vous montrer sur un exemple, un compte test, vous avez les deux référentiels, économie circulaire et climat et énergie. Donc nous, on se situe pour le PCAET dans la partie planification qui est sur 100 points. Et après, ce dont a bien parlé Amélie, c'est que voilà, le référentiel va vérifier si tout est en cohérence avec la partie stratégie. Donc, est-ce qu'il y a les moyens en humains, les moyens liés au budget, etc. Et je tiens à préciser une chose, c'est qu'on n'évalue pas que la collectivité dans ses, ces champs d'action directs, par exemple ces bâtiments qu'elle a en propre, mais il y a aussi une partie territoriale. Donc, le domaine, l'axe 6 concerne la coopération et donc on a aussi l'action sur le territoire. Et donc, ça se recoupe quand même avec le PCAET. Voilà, donc vous pouvez aller enregistrer vos données et vérifier si enfin, est-ce que la collectivité fait ce qu'il faut au regard du référentiel, hein, la référence, c'est le référentiel, donc c'est une notation qui est aussi subjective, mais ça donne des pistes et puis une orientation. Voilà, on peut passer aux questions. Alors, toutes les questions enfin, on va essayer de répondre aux questions. Marie-Laure, tu as peut-être Oui, tout à fait. sélectionné. Alors, on a plusieurs types de questions. Je propose de se concentrer sur celles qui sont vraiment en lien avec la thématique d'articulation entre PCAET et démarche climat, air, énergie. Pour les questions plus spécifiques, on essaiera de faire des réponses directes ou sinon, je vous inviterai à écrire directement sur l'adresse territoire en transition. Donc, j'ai mis dans le lien le lien d'accès pour l'outil en ligne. Territoireengagé@adem.fr. Oui, c'est ça. Donc, on a des questions sur les moyens humains que vous avez pour le PCAET et pour la démarche. Je vous donne la parole. Oui, bah, peut-être. Nous, on est donc la direction du développement durable, on est vraiment 2 personnes, même si voilà, un collègue qui est à mi-temps là-dessus, mais on est 1,5 ETP vraiment sur le suivi du plan climat et sur le traitement un peu des nouvelles thématiques, par exemple sur le PAT, enfin voilà, un peu les sujets nouveaux qui ne sont pas encore traités par les autres services de la collectivité.
sachant qu'après, la grande majorité des actions du plan climat, elle est identifiée au sein des différentes directions de la collectivité et gérée par d'autres TP voilà, en propre, quoi. Donc nous, on avait fait un peu le calcul, on s'était rendu compte que tout le plan climat, on était à peu près 16,5 ETP en comptant nous qui suivons vraiment le plan climat, plus tous les collègues qui le mettent en œuvre. Voilà, et vous, vous êtes à la fois sur PCAET et sur la démarche territoire engagé climat et énergie. Tout à fait. Chez Pleine Commune, on est... Alors, je suis toute seule sur le plan climat, mais j'ai une collègue sur le volet air. Et ensuite, il y a pas mal d'actions, évidemment, qui sont portées par la direction. Et donc, c'est moi qui ai suivi la démarche de labellisation. Je dirais que ça m'a pris à peu près peut-être un cinquième, un jour par semaine. Pas tout le temps, pas toute l'année, mais pendant certaines phases comme la collecte, c'est plus ou moins intense, quoi. Mais je dirais que oui, en moyenne, peut-être un cinquième de temps sur 6 mois. Voilà, après, tout dépend aussi de comment c'est structuré. Et j'en profite pour répondre. Il y avait une autre personne qui demandait les outils pour mobiliser en interne. C'est vrai que chez Pleine Commune, on avait déjà l'habitude de réunir nos collègues en transversalité. Donc, quelque part, les réunions Sytergie, c'était juste à l'ordre du jour de groupes de travail qui étaient déjà actifs. Donc, je pense que ça facilite quand même beaucoup. S'il faut tout monter ad hoc, c'est un peu plus de travail. Merci. Des questions sur l'articulation entre les attendus du label et les attendus du PCAET. Moi, je vous propose, là, j'avais préparé en annexe de ma présentation des exemples un peu d'outils de suivi concrets, parce qu'on a pas mal de questions voilà, sur l'articulation entre label et plan climat, comment on fait concrètement. Et en fait, ça, c'est un exemple de fiche action du plan climat qui, en fait, a certaines caractéristiques qui dépendent du label. Donc, par exemple, on va avoir tout le descriptif de l'action, la compétence, le porteur, et puis on fait un lien avec le catalogue Sytergie. C'est-à-dire, en fait, on a identifié des niveaux d'hierarchie en fonction du potentiel de points qu'on avait à gagner sur ces deux thématiques-là et sur lesquelles voilà, il fallait mettre vraiment le paquet. Donc, ça va entre niveau 1 et niveau 5. Par exemple, les niveaux 1 et 2, on sait que là, sur cette action-là, il faut vraiment qu'on soit efficace et exigeant parce qu'on a un gros potentiel de gain en termes de points. À l'inverse, le niveau 4 ou 5, certes, il faut le faire, mais en gros, on va moins gagner de points, quoi. On a également la fiche ressources, bon, ça qu'il faut qu'on mette à jour avec le nouveau site, mais qui permet d'aller assez vite chercher les apports, la banque de données du label. Donc ça aussi, c'est un lien direct. Et puis les indicateurs de suivi, en fait, c'est les indicateurs du label. Donc ça nous évite de devoir chercher des indicateurs en plus du PCAET, parce qu'en fait, on va juste chercher les indicateurs Sytergie, qu'il nous faudra dans tous les cas récupérer pour la labellisation. Et du coup, on les suit directement sur le plan climat. Et après, juste, voilà, et ça, c'est la même chose pour les indicateurs, parce qu'en fait, on a un tableau d'indicateurs à suivre, exigeants. On les a classés aussi par niveau. En rouge, là où vraiment, c'était des indicateurs où on était hors des clous, où il fallait mettre le paquet, jusqu'à vert, où en gros, on est bon, donc on a moins. Enfin voilà, il faut qu'on poursuive, mais il y a moins d'enjeux. Donc en fait, ce label, on peut le traduire directement dans le suivi du plan climat comme, comme suivi et alerte en fait, de dire là, il faut faire attention, quoi. Dans le prolongement de ce que vous dites, comment le bilan à mi-parcours de votre PCAET, comment vous y avez peut-être déjà répondu, mais comment vous allez faire pour faire ce bilan à mi-parcours? En fait, il a été fait dans le cadre de la labellisation, du nouveau cycle de labellisation territoire engagé. C'est-à-dire que toutes les réunions qu'on a fait avec le conseiller et les collègues, le suivi des indicateurs qu'on avait dû faire dans le cadre du label, en fait, il a enrichi toute l'évaluation du plan climat à mi-parcours. Donc là encore, on a fait le travail une seule fois pour ne pas avoir à le faire à chaque fois, quoi. D'accord. C'est pareil pour vous, Amélie? Non. Nous, on n'est pas allé aussi loin dans l'intégration des indicateurs Sytergie dans le plan climat. Après, nous, à Pleine Commune, on a je sais pas trop, enfin, je sais pas comment ça fonctionne au Grand Montauban, mais on a un observateur territorial du PLUI. Et du coup, c'est lui qui va chercher nos indicateurs plan climat pour savoir où on en est, enfin, le nombre de rénovations thermiques,
Donc, on s'appuie sur cet outil-là pour faire d'une pierre deux coups entre suivi de l'aménagement et suivi du plan climat. Et ensuite, ce que je peux dire quand même, c'est que pour moi, tel que je l'ai compris, en fait, le label, il correspond peut-être à la partie maîtrise d'ouvrage publique du plan climat. C'est-à-dire que sur tout ce qui est, il y a aussi tout un volet sur la coopération et les actions portées par d'autres, mais je trouve que là où il est le plus pertinent, c'est quand même sur les leviers en propre de la collectivité. Et nous, dans notre PCAET, il y a beaucoup d'actions qui sont apportées par soit Île-de-France Mobilité, qui est l'opérateur de mobilité en Île-de-France, soit des partenaires extérieurs, divers et variés. Et donc là, le label s'applique un petit peu moins. Donc je trouve que le PCAET a quand même son intérêt en tant que tel, parce qu'il va un peu plus loin dans le rôle d'animateur de la transition que peut jouer une collectivité sur son territoire, on va dire. Voilà. Et puis sur le bilan à mi-parcours, on n'a pas encore défini notre méthodologie puisque c'est pour 2023, mais on est intéressé d'ailleurs par toute bonne idée. Très bien. Marie-Laure, tu as sélectionné d'autres questions? Pardon, mon micro était désactivé. Oui, donc du coup, en particulier sur l'articulation des calendriers entre PCAET et labellisation, vous en avez un petit peu parlé dans vos présentations. Est-ce que vous avez dû décaler, par exemple, votre calendrier, je pense, au niveau du Grand Montauban, ou comment vous êtes Non, adapté? on a eu de la chance. Alors, c'est vrai que ça, c'est un reproche qu'on pourrait faire un peu au cycle, c'est que le plan climat, on va être sur des cycles plutôt de 3 ans, avec des PCAET qui ont 6 ans à évaluer tous les 3 ans, alors que sur le label, on va être sur des cycles de 4 ans. Donc, il y a certains moments où ça tombe bien. Nous, on est tombé à peu près juste là, puisqu'on a relancé le cycle en 2021, on avait l'évaluation en 2022, donc on a réussi à jongler un peu pour faire rentrer. Après, c'est sûr que sur ces cycles 3 ans et 4 ans, des fois, ça peut tomber un peu moins bien, quoi. Donc voilà, après, je ne sais pas si on peut décaler ou s'arranger, ou retarder un peu certains documents, mais en tout cas, sur les cycles, voilà, ça, c'est une piste d'amélioration de faire coïncider les cycles sur des échelles de 3 ans pour que ça puisse se caler avec les PCAET. Après, on peut Oui, toujours faire la demande plus tôt. Il y en a qui le font quand ils sont prêts. Voilà, oui, ou plus on peut tard, il est réduire à 3 possible. ans. Plus tard, on peut avoir des Voilà, dérogations. on peut Ouais, avoir une faisable dérogation aussi. justifiée. On peut toujours s'arranger, même s'il y a des règles de Voilà, il y a une fonctionnement. règle générale, après il y a des Voilà. exceptions au cas par cas, on est à l'écoute des acteurs. L'idée, c'est vraiment de permettre aux collectivités d'avancer. Et pas faire Ouais, le travail 2 fois, ça serait incohérent. juste en complément peut-être, mais je pense que nos deux présentations avec Thomas Moutin ont montré qu'il n'y a pas il y a pas une recette unique. Nos deux territoires ont utilisé le label à deux moments très différents. Et ça, c'est plutôt, ça a été utile, chacun à sa façon. Et ce que je dirais, moi, c'est qu'en tout cas, notre expérience montre que on ne sait pas quand est-ce qu'on va être labellisé. C'est-à-dire que nous, on a pris un an de retard sur ce qu'on espérait. Donc, en fait, à mon avis, la question du calendrier, il ne faut pas se la poser trop longtemps, puisque entre le moment où on rentre dans le label et le moment où on est effectivement labellisé, je pense que c'est difficile de savoir si ça va durer 1 an, 2 ans. Voilà, ça dépend effectivement du degré de maturité, ça dépend de l'efficacité de l'accompagnement, ça dépend de pas mal de choses. Donc, Merci. Est-ce que vous auriez des conseils pour les collectivités qui mènent en parallèle ces deux démarches pour la communication? Comment est-ce que vous y êtes pris? Alors justement, le premier constat, c'était que tout le monde se perdait entre le PCAET et les labels. Voilà, j'ai bien aimé là, les questions qui disent les remarques qui disaient ça y est, les élus comprenaient enfin Citergy et on l'enlève. C'est vrai, nous, ça y est, c'est Citergy, mais ça y est, c'est plus Citergy. Donc c'est pour ça que la démarche intégrée, parce que je disais tout à l'heure, ça permet de faciliter la communication. C'est notre stratégie énergie-climat. Et puis derrière, on ne s'appesantit pas sur qu'est-ce qu'est le label, qu'est-ce que le PCAET. Pour le grand public, c'est en gros que fait la collectivité pour la lutte contre le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Donc la communication, parler un peu du rapport développement durable aussi. C'est un moyen, finalement, un outil public qui permet de communiquer sur l'avancement du PCAET.
Et puis derrière, c'est les plans de communication liés au plan climat. Alors nous, on n'est pas forcément très bon là-dessus. Sur la com, je pense qu'on a des progrès à faire encore. Mais en tout cas, plus la démarche est intégrée, plus ça va être facile de communiquer, je pense. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors nous, la communication, ça faisait partie des pistes d'amélioration identifiées par le label. Donc effectivement, c'est pareil, on n'est pas très très fort, mais on communique sur notre stratégie de lutte contre le changement climatique, de transition énergétique. Après, le label en tant que tel, il a été valorisé au moment où on l'a obtenu. Voilà, sur les réseaux sociaux, auprès des élus, on a parlé du label. En fait, ça crée l'occasion de mettre le sujet en avant. Mais après, est-ce que le but, c'est pas forcément qu'ils retiennent l'intitulé exact du label, c'est plutôt que le sujet monte dans les consciences et voilà, c'est effectivement de parler de manière intégrée du sujet climat, quoi. Merci. Alors, il y avait plusieurs questions sur comment concrètement l'articulation entre les deux démarches permet de les renforcer l'une l'autre. Il me semble que Amélie avait bien détaillé ce point-là dans sa présentation. Thomas, est-ce que vous voulez compléter? Pardon, la question, je n'ai pas bien compris. Comment concrètement le fait de mener ces deux démarches permet de renforcer réciproquement, ou est-ce qu'une démarche renforce plus particulièrement l'autre démarche? Voilà, c'est un peu le message que je donne depuis le début, c'est que plus on va simplifier, moins on va se perdre en temps, en énergie, en moyens, et du coup, avec une démarche intégrée, c'est plus direct, moins chronophage. Puis voilà, notre enjeu en tant que chargé de mission plan climat, ça va être d'impliquer nos collègues. Et plus ce sera simple pour eux aussi, clair et porteur, avec un label qui va être valorisé. Voilà, des fois, ça aide aussi à leur dire qu'on ne travaille pas pour rien, on travaille pour un label, etc. En plus, des fois, malheureusement, c'est un peu l'argument qui marche, même si, à mon avis, il y en a des plus importants. Mais en tout cas, voilà, ça aide des fois à mobiliser aussi les collègues et les porteurs d'action. Merci. Du coup, concrètement, est-ce que vous avez un exemple où le fait de mener la démarche de labellisation vous a aidé à avancer sur le PCAET? Nous, très concrètement, c'est l'exemple que je mentionnais. C'est par exemple l'adoption d'un budget pluriannuel d'investissement dédié à des actions du plan climat. Je pense qu'on ne l'aurait pas fait sans le label. On y a été presque un peu forcé parce que ça faisait 2 fois qu'on postulait, qu'on présentait notre candidature et qu'on ne pouvait pas, on pouvait plus voilà, se tromper face aux élus. Et donc, quelque part, ça a été vraiment une demande express de l'auditeur. Et donc, très vite, on a fait voter. Et donc, c'était historique, en fait. Après, voilà, comme je l'expliquais, c'est des lignes qui ont été valorisées. On n'a pas sorti une enveloppe de 50 millions d'euros de nulle part. Mais ça a mis un pas dans la porte. Et puis, je trouve que symboliquement, c'est très fort parce que du coup, c'est passé à l'unanimité hyper rapidement. Enfin, voilà, politiquement, pour moi, c'est un progrès assez concret. Il y a eu ça, puis il y a eu aussi, par exemple, la stratégie sur notre patrimoine pour la mise en œuvre du décret tertiaire, qui a été, on l'aurait fait un jour ou l'autre sans le label, mais le label a vraiment mis le doigt sur cette priorité-là en nous incitant à agir vite. Donc ça aussi, ça a été lancé en quelques mois grâce au label. Merci. Alors, il reste beaucoup de questions. Certaines ont attrait plus spécifiquement au PCAET, d'autres plus spécifiquement au label Territoire engagé climat et énergie, d'autres sur l'articulation entre ECI et le label Territoire engagé climat et énergie. Pour celle-ci, je propose qu'on voit avec l'ADEME comment vous apportez des réponses parce qu'elles sont assez vastes et un petit peu en dehors du sujet principal de ce webinaire. Donc, nous avons les noms des personnes qui nous ont contactés et je pense que nous reviendrons vers vous, soit vers une communication générale, soit pour voir un petit peu quelle est votre attente particulière.
j'ai vu dans les questions que plusieurs collectivités parlaient des cotes. Donc, au niveau des cotes, vous êtes accompagné en principe par un conseiller sur la démarche climat, air, énergie. Donc, vous êtes déjà dans la labellisation, enfin, en voie vers la labellisation. On espère que vous y arriverez. Mais le travail est déjà commencé. Vous avez Voilà. la possibilité de vous labelliser, vous n'êtes pas obligé, mais au moins, on va vous rentrer dans la démarche et dans l'évaluation via les référentiels. Voilà. Donc, en principe, tout ce qui a été dit sur le label aujourd'hui est valable pour les territoires qui sont engagés dans les cotes. Tout à fait. Voilà. Il me semble que j'ai fait le tour des principales questions récurrentes. Moi, je peux faire une petite ouverture, vu qu'on arrive à la fin. Il y a eu des remarques sur le fait que c'était un label, un programme sur la transition écologique, et normalement, ça se voulait très large. Ben, nous, déjà, on essaye d'intégrer et de rassembler les deux thématiques qui concernent l'ADEME, donc c'est climat, air, énergie et économie circulaire. On cherche à que ce ne soit pas des démarches séparées parce que ça aurait pu, mais sauf que voilà, on cherche à amener de la cohérence. Après, la biodiversité, il y en a un petit peu, un tout petit peu dans le label climat et énergie. Voilà, on peut imaginer, mais pour l'instant, il n'y a rien, mais qui est un rapprochement avec d'autres agences qui s'occupent de la biodiversité, qui est un volet biodiversité, un volet eau. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps. Déjà, on rapproche les deux thématiques. Voilà ce que je peux Un dire et petit je vous mot. remercie. Ouais. Oui, un petit mot pratique pour la fin. Donc, je vous remercie tous pour vos animations, vos interventions et puis tous les participants pour leurs questions. Donc, je vais vous envoyer par mail à tous les participants le lien pour le petit questionnaire. Je vous remercie par avance d'y répondre. Ça nous permet de nous améliorer et de vous apporter au mieux vos réponses. Donc, dans le compte-rendu, dans ce mail et dans le compte-rendu, je reprendrai les différents liens Internet qui ont été indiqués dans le chat, donc vous les aurez. Et puis, si parmi vous, il y en a certains qui souhaitent avoir des informations complémentaires sur le label, je vous invite notamment à vous rapprocher de votre direction régionale de l'ADEME qui pourra vous apporter une première partie des réponses et des informations et qui vous aidera à vous engager dans le label si vous êtes intéressé. Je te redonne la parole, Guillaume. Ouais, je tiens à remercier Thomas et Amélie pour leur témoignage. Merci à toi, Marie-Laure, pour toute l'organisation et merci pour votre attention et puis toutes les questions que vous avez posées qui permettent de mettre de la vie à ces webinaires. Voilà, merci beaucoup et puis et puis une prochaine édition et puis content, si vous n'êtes pas encore dans le réseau, que vous puissiez nous rejoindre dans ce programme Territoire engagé.